Bonjour à tous, bienvenue sur Crossover avec Geoffrey et moi-même. Ça va pas? Ça va, Bien installé? bien installé dans notre nouveau Lieu, nouveau local. et avec des poufs très confortables, avec une nouvelle, Nouveau décor. un nouveau quoi. domaine, un nouveau décor et on espère le garder le plus longtemps possible. Voilà. Et, Mais les contenus ne changent pas. On va toujours parler de ce qui se passe au niveau NBA. C'est juste qu'on est un petit peu bien installé. On verra pour le dos. et, Donc, et donc on va vous parler des finals, voilà. Mais des sacrés finals, avec un Gérard. J.R. Smith en mode MVP. Non, J.R. Smith, on va le casser. Oh, on va le Ça va détruire. faire Oh, on va mal. le Désolé s'il y a des fans de J.R. Smith. Si vous êtes fan, franchement, n'écoutez même pas la suite parce que vous allez pleurer. Un J.R. Smith en mode MVP au niveau des catastrophes, en fait. Maintenant, il n'y a pas que ça non plus dont on doit vous parler. En fait, il y a déjà eu 2 matchs qui se sont joués donc entre les Warriors et les Cavs. Il y a des records, en fait, aussi, Pat. Il y a des records qui sont tombés à chaque match. Dans le Game 1, c'est LeBron. Et dans le Game 2, c'est on a Stephen Curry. Voilà, Steph Curry. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un Game 1. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un très très beau premier match, avec beaucoup de suspense. J'avais parlé dans la dernière émission que pour moi, les Cavs allaient se faire sweeper, donc prendre un 4-0. Toi, tu m'avais dit peut-être pas, tu voyais plus un 4-1, etc. Dans le Game 1, on aurait pu te donner raison, parce que c'était un match très très serré, et tout s'est joué en fait sur les 4 dernières secondes du match. Ouais. Donc les 4 dernières secondes pour resituer un petit peu la situation. Les Cavs et les Warriors sont à égalité. Georgie a 2 lancers francs, il en met un des deux. Et puis il rate le deuxième. Il rate le deuxième. Et puis notre Gérard rentre en scène. Notre fameux Gérard, il prend le rebond. Il a juste un pas à faire vers l'avant et la main vers l'avant avec le ballon pour déposer le ballon. Parce que la défense des Warriors ne s'y attend pas en fait à ce rebond. Donc tu vois même que Kevin Durant regarde un peu à gauche, à droite. Ils sont un peu perdus. Donc il suffisait de faire un pas vers l'avant, le ballon, il le dépose, le match était plié. Et c'était la victoire. C'est la victoire. Au lieu de ça, Au lieu de ça, comme tu le dis, au lieu de ça, catastrophique. il a gardé le ballon. il va à l'autre bout Il va à l'autre bout du terrain. et puis, de leur zone. On voit LeBron qui lui fait mais tire, ou fait la passe quoi. Et puis là, on a un Gérard Le chrono se stoppe, se stoppe et c'est Gérard fini, prolongation. qui voit le panneau du score et il se dit eh merde. Et on voit dans ses propres, C'est propre. dans la vidéo, donc ses propres paroles, c'est « je pensais qu'on était devant ». Donc un gars qui a été champion NBA avec LeBron James, qui est en finale NBA, tu as des panneaux, tu es en NBA, donc tu as des panneaux grands comme des maisons, et le mec n'a même pas l'intelligence ou la réflexion de se dire « je vais au moins regarder le score, voir ce que je dois faire ». Si je garde le ballon, en plus il y avait encore un temps mort, donc il pouvait aussi demander le temps mort, il ne l'a pas fait. S'il fallait prendre le tir, donc le gars est en finale NBA, et il est en NBA depuis 2004, donc il a de l'expérience, il n'est pas foutu de réagir correctement par rapport à cette situation-là. Donc ce qui a suivi par rapport à ça, après, ils se sont fait plier en prolongation, 17-7, match plié, merci, bonsoir. Et on va revenir sur les erreurs assez courantes de Gérard. Mais Patrick, tu as quelques petits records à nous donner. Parce que LeBron a rejoint un cercle très fermé lors de ce match-là. Ouais. Donc ça, je te laisse nous en parler. Du côté de ce Game 1, à part le fait que Gérard a fait l'erreur monumentale du siècle de la NBA, on peut dire ça. En termes Moi, de je finale. suis l'NBA depuis que j'ai 10-11 ans. Ouais, Je vais sur 36. J'ai jamais vu une erreur pareille en finale. Jamais. on a un grand LeBron, qui est devenu encore devenu encore plus grand dans l'histoire de la NBA. Avec cette finale, pas de jeu de coupe vite fait, mais est-ce que pour toi, il a franchi encore une étape au niveau individuel? Individuellement, il est au sommet. C'est la meilleure année. J'ai l'impression qu'il est même plus fort que les son années. jeu. Il est encore plus fort que les années précédentes. Plus il vieillit, plus il devient plus fort, plus il prend plus de maturité dans son jeu. Et quand tu vois qu'il tape 50 points, Voilà, ça c'est le record. 50 On points va en un justement match, être très attentif à ça. en finale, et rejoint des gars comme Elgin Baylor, Rick Barry, Michael Jordan ou Jerry West ou même Bob Petty, qu'on va bientôt dire les stats dans quelques minutes. Tu vois des gars comme lui qui tapent 50 points en un match et qui, malgré la défaite, parce qu'il faut le souligner, il marque 50 points et il perd, ce qui est du jamais vu déjà. En fait, les autres, ils ont mis aussi des 50 points ou plus, mais ils ont gagné. Ils gagnaient quoi, tu vois. Ils gagnaient. Et Lui, puis, c'est le seul de cette caste à
à ne pas gagner. Et puis, comme on va le dire plus tard, il a marqué 50 points et avec ses assists, il cumule à 70 points pour En l'ensemble fait, du ses match. points plus des assists, il est à 70 70 points. ou plus. Et c'est le seul de l'histoire à apporter donc 70 points, mais à perdre. Non, perdre. Donc à chaque fois, en fait, LeBron, c'est des explosions de records. Un jeu, comme tu l'as dit, ben voilà, qui a une maturité hors norme, beaucoup plus complet encore que des Michael Jordan ou des Kobe, même si on n'est pas là pour comparer, ce sont des comparaisons dont on entend toujours parler. Lui, il est encore plus complet. Mais ceux qui le suivent et qui va le suivre certainement encore après sa carrière, C'est les défaites. ce sont les défaites en finale. Ouais. Oui, finale de suite. Mais dans ces 8 finales, jusqu'à présent, c'est 3 bagues de champion. Tu vois, donc c'est pas non plus comme un Jordan qui lui t'en a fait 6 et a gagné 6 fois. Tu vois, Kobe aussi, il a déjà perdu en finale, mais c'est pas aussi énorme, Ouais, c'est pas aussi c'est pas- important. c'est rare. Donc ce qui va le suivre, c'est oui, évidemment, il explose des records, ça, il n'y a pas de souci, mais les défaites. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, donc il rejoint une caste extraordinaire. Hein, donc Elgin Baylor, par exemple, c'était 61 points. Rick Barry en avait mis 55. 5, Michael Jordan, même chose. Voilà, et on a Jerry West, aussi, 53 et Bob Petty, 50 points. Donc, et on a aussi un truc assez énorme là-dedans, c'est que à part Jordan, lui, c'est dans les années 90, mais tout le reste, c'est les années 50, 60. Donc c'est pas quelque chose qui se fait de façon régulière en finale NBA. Donc c'est vraiment une performance hors norme et très 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 rare. Ça vient d'une autre planète, carrément. Voilà. C'est Mais un malgré truc ça, énorme, quoi. il y a la défaite. J.R. Smith, dans ce match-là, avait apporté 10 points. 10 points, ouais. En fait, ce qui a causé la défaite, évidemment, c'est l'erreur monumentale de Bah, J.R. Smith. c'est 4 secondes. Mais c'est aussi tout le supporting cast. Ouais. On en avait déjà parlé, on va encore en reparler. Mais c'est vraiment ça qui lui met des cailloux dans la chaussure, on va dire ça comme ça, parce qu'il est sur le chemin de la victoire. Il apporte 51 points à son équipe, mais les mecs à côté de lui ne sont pas foutus de l'aider, en fait. T'as pas un mec qui peut dire, voilà, ok, allez, souffle 2 minutes, je prends les rênes du match, et je vais coller 2-3 paniers d'affilée, je vais faire des passes, je vais faire ça. Non, il est tout seul. Donc le Game 1, ben voilà, beaucoup de suspense et une prolongation qui a vraiment Qui a tué le moral. tué le moral de l'équipe pour le Game 2. Le Game 2, je vais te laisser en parler un petit peu plus parce que j'ai pris pas mal la parole sur le Game 1. Bah, les Game 2, bah, on s'en... Avant le Game 2, qu'est-ce que tu t'attendais pour cette rencontre-là? Parce qu'on a vu le Game 1, c'est du suspense, c'est un très très beau match. Tu t'attendais à quoi avec cette fin de match-là? Tu t'es dit, bon, le Game 2, ça va être quoi? Bah, déjà dans le Game 2, je me suis dit, ouais, il va peut-être avoir une réaction de Cleveland et de J.R. Smith. Parce qu'il se dit, là, non, il se fait tailler sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Et partout, hein, même dans les journaux. tout ce que vous enfin, voulez. Il se partout. fait tailler. Tu te dis, le gars, il a de l'ego, c'est un joueur pro, C'est il est un en lieutenant. NBA, c'est un lieutenant. Il répond dans les médias en disant qu'il a beaucoup de pression parce qu'il est dans une équipe avec LeBron et que lui aussi, il donne de la pression à LeBron. Ça, on en parlera. Mais bref. Et on se dit, ben, Cleveland va arriver sur le terrain, va essayer d'aller choper ce Game 2, peut-être. Et puis au final, ben, t'as 19 LeBron points dans a le été cul, moins toi. en vue. Hein. Ouais. Donc il n'a pas pu faire ce qu'il a fait dans le Game 1. Ouais. La grosse différence, en fait, c'est qu'il y a eu des prises à 2 dans ce Game 2. Donc il a eu à certains moments 2 mecs à scoltiner. Il y a la fatigue aussi. Donc il a été très très bon. Il est presque un triple-double. Hein. Donc il est quasiment un triple-double. Mais malheureusement, les prises à 2 l'ont empêché de scorer autant qu'il l'aurait sûrement voulu et autant qu'il le faut. Parce que sans un LeBron monumental, c'est-à-dire un LeBron, à mon avis, à 45-50 points, ils ne gagneront pas. Parce que le supporting cast, encore une fois, ne répond pas présent. Par rapport justement au stade de notre ami James, dans ce Game 2, Il frôle les triple-doubles carrément. voilà, il est à 29 Il a points. 29 points, 13 assists et 9 rebonds. Et puis, comme tu dis, Super Scat, bah, t'as peut-être Love qui a 22 points, 10 rebonds, mais après, t'as rien, quoi. T'as Smith, 6 points, et puis, voilà, y a rien. Non, et puis tu as des joueurs qui, sur les 2 games, accumulent les erreurs, en fait. Enfin, les erreurs ou les absences. Par exemple, Jordan Clarkson et Jeff Green et Kyle Korver ne répondent pas à l'attente. Ce sont des joueurs qui doivent amener aussi des points. Clarkson, normalement, il doit amener aussi des passes décisives, il doit avoir la clairvoyance dans le jeu, changer le rythme du match. Il ne le fait absolument pas. Il ne le fait pas du tout. Donc, ce n'est pas un meneur de jeu, ce n'est pas non plus un arrière parce qu'il ne score pas. Donc, en fait, il est inutile à cette équipe-là. Jeff Green, qui est un joueur en général très courageux, un combatif, je crois qu'il a 1 sur 8 au
au tir extérieur sur les 2 games. Kyle Korver, c'est aussi dans le même Un sur registre. 6 au tir. Voilà, c'est ça la pas assez, catastrophe, quoi. Et puis de l'autre côté, t'as Golden State qui déroule. flambe, et puis t'as Stephen Curry qui fait quoi? Stephen Curry, game 2, voilà, il pète un record. Donc il y avait un record qui tenait depuis 2010. C'était un record du nombre de tirs à 3 points inscrits en un match de finale. C'est Ray Allen qui avait ce record-là. C'était 8. Et ici, voilà, on passe à 9 avec 9 Steph Curry. À 3 points. Enfin, 9 tirs à 3 points sur un match, c'est juste, c'est monumental. Et puis il y a une stat, il faut souligner, les Warriors ont mis leurs 7 premiers tirs. Ils ont mis leurs 7, dans les 7 premiers tirs du match, il y en a 6 qui ont été mis par layup, donc c'est-à-dire juste sous l'anneau, on dépose, ou par dunk. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gars comme Kevin Love, comme Tristan Thompson ne défendent pas. Ils doivent protéger leur peinture, ils doivent protéger l'anneau, mais ils ne le font pas. Tu as les mecs qui vont leur casser la bouche en claquant des dunks ou des layups dès le début de match. Donc ça veut dire que dès le début de match, tu es pris à la gorge en fait. Tu ne défends même pas ta propre zone. Donc encore une fois, on revient encore sur ça, mais c'est vraiment le fil conducteur, c'est le supporting cast de Cleveland qui ne répond pas du tout aux attentes. Donc, c'est vraiment ça, ouais. Par rapport à ces 2 matchs-là, c'est 2-0. Maintenant, la série va se déplacer à Cleveland. Patrick, avant d'aborder un petit peu le petit dossier de notre ami Gérard, qu'est-ce que toi tu penses qu'on peut espérer pour le game 3 et 4? Parce que bon, c'est ce qu'on aura au minimum droit. Si Cleveland en arrache un ou plus, ça va se prolonger. Game 3, game 4 à Cleveland. Ton scénario idéal, game évidemment. 3, game 4, j'ai envie de rêver que Cleveland. Voilà, t'es dans le rêve, donc évidemment, mais... il les chope. Mais voilà quoi. Dans du réalisme. Dans du réalisme, ils se font botter le cul. Ils se font botter le cul en 4-1 ou en 4-0, quoi. On est tous un peu d'un côté fan de Cleveland, peut-être. Parce qu'il y a les Browns. Parce que d'un côté, tu as l'histoire Kevin Durant qui a été aux Warriors, donc on se dit, non, on peut pas être Warriors, c'est pas possible. Et puis tu dis, il y a les Browns d'un côté, c'est les Kings, ils jouent un jeu extraordinaire, il est au sommet. Donc on a envie d'y croire pour les Browns. On a envie d'y croire pour lui, rien que pour lui. On s'imagine que pour lui en fait. Le reste, on se dit. Mais malheureusement, même un joueur aussi fort soit-il, on revient encore là-dessus, il ne peut pas faire tout seul. En mettant passer 50 points, en prenant des rebonds, les passes, on l'a vu lors du Game 1, c'est ce qu'il a fait, il perd le match. Parce que tu n'as pas ce supporting cast, tu n'as pas les lieutenants. Ouais. Et un seul homme contre, en plus, l'armada des Warriors. Excuse-moi du peu, tu as 4 All-Stars, ce sont des futurs Hall of Famers, donc tu as vraiment du lourd, c'est le top du top. C'est sûrement une des plus belles équipes de l'histoire de la NBA d'ailleurs. Pas juste de cette saison, de toute la NBA, de toute l'histoire. C'est une des plus belles équipes qui a été mise en place. Ouais, c'est sûr. Donc, pour riposter face à une équipe comme ça, il te faut plusieurs mecs. Et donc, je pense que ça ne sera pas possible pour Cleveland de gagner. Ce ne sera pas possible. Je pense qu'ils ont fait des erreurs pendant les trades de saison. Les trades de saison, des joueurs qui sont arrivés, qui ont dû repartir comme des D-Rose, D-Wade, Isaiah Thomas. Ouais. Ce sont des mecs, Jao Crowder, sont des mecs qui sont arrivés l'été passé et qui sont déjà repartis en février pour récupérer des Jordan Clarkson, Larry Nance, Rodney Hood qui ne joue pas, qui n'a pas du tout de temps de jeu, qui n'a pas de responsabilité. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses à espérer par rapport au dossier Cleveland. Il y a beaucoup de choses aussi à suivre pour ce Game 3 notamment. Est-ce que Tyronn Lue, le super coach, va arriver à aligner quand même à un moment donné un line-up différent? Est-ce que Rodney Hood va refaire son entrée? Est-ce que des gars comme J.R. Smith vont se réveiller ou alors peut-être le mettre sur le banc et mettre Rodney Hood à sa place? En tout cas, Tyronn Lue, des gars comme Perkins pourraient aussi la fermer un peu aussi. Des gars comme Perkins qui d'ailleurs a été accusé de donner, pas donner des coups de pied, mais de tendre trop ses jambes sur le banc et donc de gêner les shooters adverses, enfin soit. Donc il y a pas mal de dossiers pour les Cavs en fait, notamment au niveau du coaching, les rotations, etc. Donc à suivre dans le Game 3. Maintenant, et on va, je pense, terminer sur ça, c'est notre ami encore une fois Gérard. Alors un petit récapitulatif un petit peu de ses frasques. Donc on l'a dit, dans ce Game 1, il a fait un match très très moyen, mais avec une fin de match horrible, donc qui gâche même le peu de choses qu'il avait créé. Et on va reparler un petit peu de lui parce que c'est quand même un phénomène dans le paysage NBA. Donc pour resituer un petit peu, au mois de février-mars, il avait eu un gros problème avec un assistant coach. Donc il avait lancé son bol de soupe pendant le repas en équipe, il avait lancé son bol de soupe sur l'assistant. Ça c'est pour cette saison.
Sinon, dans les choses un petit peu aussi qu'il a fait dans sa carrière, c'est que c'est devenu le spécialiste pour défaire les lacets de ses adversaires. Pendant les lancers francs. Voilà, quand les joueurs s'y attendent pas, en fait, hop, il s'abaisse, il défait le lacet du mec, et puis il se remet comme si de rien n'était. Voilà, normal, quoi, c'est du niveau de J.R. Smith. Il s'est fait remettre aussi à l'or par Barack Obama lors de la célébration du titre En 2016. En 2016, parce qu'il était torse nu. Voilà, donc torse nu alors que tu es à côté de Barack Obama. Enfin voilà, c'est normal apparemment. Puis, il s'est fait un bel achat aussi, un véhicule de tourisme. Tourisme, ouais. Tu peux nous en parler? C'est un véhicule du SWAT. Donc il a acheté, voilà, c'est les forces d'intervention américaines. Il a acheté un véhicule à 450 000 $, et il se balade dedans. Et puis il n'y a pas une seule partie de son corps qui n'est pas tatouée aussi. Oh, mais ça, bon, voilà, c'est pas non plus. C'est pas moi qui vais jeter la pierre. Et puis en plus, ça, c'est pas non plus un gros problème. Et puis je pense qu'il prend aussi des substances illicites. Ça, il l'a dit il n'y a pas très longtemps dans une émission. Mais il l'a dit il n'y a pas très longtemps dans une émission avec Matt Barnes où ils ont avoué que voilà, il consomme pas mal de substances. On ne va pas faire un débat là-dessus, mais enfin voilà, il en consomme vraiment pas mal. Si tu nous entends. Il avait fait aussi des photos de sa compagne. Donc en fait, il la prend en photo. Donc il a pris ses fesses en photo. Il les a publiées voilà, sur les comptes Twitter, Instagram et compagnie. Par contre, il a un côté un peu sympa aussi, c'est qu'il invite donc les gens qui le suivent sur Twitter, Insta, à venir avec lui faire des balades en vélo dans New York pour passer son temps. Il y avait eu aussi d'autres choses, mais bon, là aussi, c'est un petit côté sympa. C'est qu'il avait... parfois, il n'écoute pas les conseils du coach à la mi-temps, donc il quitte le vestiaire plus tôt pour aller inviter des enfants à venir jouer avec lui sur le terrain, pendant que le coach est en train de donner les directives pour la deuxième mi-temps. Ouais. Donc voilà, c'est sympathique, c'est drôle, mais en même temps, bon, ça pénalise son équipe aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les réseaux sociaux. Comme l'année passée, il avait prédit un Game 7 contre les Warriors. Bon, je ne sais pas s'il va prédire un Game 7 ici aussi. Il avait prédit le Game 7 et ils se sont fait botter le cul. En 4. Au Game 6. Game 6. Voilà, donc il prédit un Game 7 qui n'arrive pas, ils se font battre au Game 6. Donc voilà, c'est du Gérard dans toute sa splendeur. Pauvre Gérard. Voilà, et en tout cas... Peut-on dire qu'on est en sympathie avec lui ou pas? Écoute, moi j'ai mes têtes de Turc au niveau NBA qui commence, la liste commence à s'allonger. J'avais j'avais Russell Westbrook. Maintenant j'ai notre ami Gérard qui s'ajoute à cette liste. Donc je ne manquerai pas de l'épingler dès qu'il y aura encore une petite frasque ou encore une erreur comme il a fait lors du Game 1. On va clôturer sur ça. On vous remercie énormément de nous suivre, de liker, de partager et de continuer évidemment à nous suivre, à nous encourager. Crossover vit parce qu'on est des passionnés et parce qu'on ne va pas lâcher le morceau, mais ça vit aussi parce qu'il y a quelques personnes qui nous regardent et qui nous suivent, qui nous encouragent. Et donc voilà, Patrick, je te remercie pour... Et suivez beaucoup les finals, parce que ça y a encore des pages de l'histoire qui vont s'écrire encore dans les jours à venir, et suivez-nous sur YouTube et sur Facebook. Voilà, suivez-nous, et sinon je disais quand même, je te remercie pour tes analyses statistiques et tout le travail que tu as fait aussi pour permettre à Crossover de continuer à exister. Un grand merci à tous et à très bientôt. Peace.